Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons vous présenter aujourd'hui les 6 joueurs de moins de 25 ans à suivre absolument cette saison. On va aussi faire un tour de l'actualité NBA de ces derniers jours. Pour m'accompagner, c'est Charles que j'accueille sans transition. Bonjour Charlie. Salut Josh, salut à tous. Charlie, comme promis à nos auditeurs la semaine dernière, on va faire le bilan de l'Eurobasket 2025 parce qu'il y a eu la finale dimanche dernier. Et quelle 2 finale jours. Hein ? Et quelle finale? Oui, et quelle finale? Je croyais que tu étais en train de dire, mais de quelle finale tu parles? Je ne vois pas de quoi tu parles. Non, c'était franchement une des meilleures finales sur la scène internationale qui m'ait été donnée de voir. Ah bah je suis bien d'accord. Ouais. Et moi j'ai l'impression que l'Allemagne allait décrocher cette médaille continentale au métier, clairement. Leur collectif a été absolument brillant sur toute la compétition. Ils ont des talents singuliers en la personne de Franz Wagner et Dennis Schroeder. Qui a répondu présent, clairement au meilleur moment, au moment où la Mannschaft était un peu au coude à coude avec une Turquie qui n'a jamais baissé les yeux, qui s'est battue jusqu'au bout dans cette finale, et puis ils ont laissé échapper cette victoire. Je l'avais déjà cité au début de la compétition, mais Isaac Bonga a encore été absolument magistral, et ça franchement génial. L'Allemagne, champion du monde en 2023, champion d'Europe en 2025, ils sont en train de se bâtir un palmarès impressionnant ces dernières années. Et autre truc qui m'a marqué, et ça on va en parler parce que, encore une fois, on va parler d'Orlando dans nos équipes, ou d'une façon ou d'une autre, on va parler d'Orlando avant que la saison commence. Et Tristan da Silva, je pense que clairement le Magic va récolter les bénéfices de sa performance dans cet Eurobasket, tellement il a été exemplaire. Et tu vois que c'est un joueur qui peut vraiment apporter beaucoup en sortie de banc. Ouais, bah c'est clair. Et oui, globalement, la logique, elle a été respectée. Hein. Les Allemands étaient favoris, ils ont assumé ce statut. Euh, Tu l'as dit, champion du monde il y a 2 ans, champion d'Europe maintenant, c'est remarquable. Ça récompense une superbe génération qui est emmenée par Schroeder, Wagner, Bonga aussi, qui a marqué des points en vue d'un éventuel retour en NBA à l'avenir. D'ailleurs, tout ça c'est toujours marrant les fenêtres internationales comme ça où tu vois les Américains qui ne suivent que la NBA qui tout à coup se rendent compte qu'un mec qui a échoué en NBA peut en fait être un excellent joueur de basket. Tristan da Silva aussi a été énorme. Bon voilà, moi j'ai été un tout petit peu déçu parce que j'aurais aimé voir la Turquie remporter le titre, mais honnêtement on a eu une superbe finale et en plus au début du match, moi j'ai même cru que l'exploit était possible aussi parce que Dennis Schroeder était un peu en difficulté sur la première mi-temps. Il a réagi en deuxième comme l'immense champion qu'il est. Bon voilà, c'était vraiment un excellent match. Moi j'ai pas tout vu de l'Eurobasket, mais de ce que j'ai vu, cette finale était clairement le meilleur match du tournoi. Moi j'ai un peu senti les Allemands au-dessus dans la gestion de l'événement. C'est une équipe qui est plus mature que cette équipe turque qui va certainement continuer à monter en régime dans les années qui viennent. Et en plus, quand t'as un closer de la qualité de Schroeder dans ton équipe, bon bah voilà, hein, rien à dire. Il est allé chercher son titre de MVP sur cette fin de match, sans quoi ça aurait pu lui échapper et aller dans l'escarcelle d'un Franz Wagner qui a fait un tournoi remarquable également. Ouais. Mais bravo, hein, bravo l'Allemagne. Ouais, Schroeder, il est en train de se bâtir une espèce d'aura sur le basket international qui est génial parce que c'est un joueur qui est hyper attachant, je trouve. Ouais. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire aux Kings cette saison, mais il a souvent été malmené dans sa carrière NBA. Il a été un peu ballotté d'une équipe à l'autre. Très sous-estimé, ouais. Et j'espère vraiment qu'il arrive à exprimer tout ce talent dans une franchise NBA. Pas sûr que les Kings soient l'équipe où ça va se passer, mais on va donner une chance à cette histoire de fonctionner. Bah en fait, ouais, il y a le. C'est difficile en fait. Qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter parce que aucune équipe va, tu vois, le mettre titulaire et construire autour de lui. Ça c'est impossible. Après, ça empêche pas qu'il ait pu apporter des choses extrêmement importantes. Tu vois, aux Lakers par exemple, il a été utile. Enfin, en fait, c'est un joueur qui est extrêmement utile dans tout ce qu'il fait sur le parquet. C'est ça qui est impressionnant avec lui. Et c'est assez marrant. Pareil, tu vois, là, on parlait de la perception qu'ont les Américains d'un mec comme Bonga, mais c'est pareil avec Schroeder. En fait, Schroeder en NBA, il est complètement vu comme un remplaçant, comme un role player qui est là pour, qui est pas là pour prendre la lumière en fait, quoi, qui est là pour mettre dans le confort les meilleurs joueurs. Et effectivement, sur les fenêtres internationales, on se rend compte du joueur extraordinaire qu'il peut être. Ouais, tout à fait. Ouais. Franchement, il a été remarquable et
quand tu es champion du monde et champion d'Europe et que tu es clairement un des éléments, une des pièces maîtresses de l'histoire, bon, je pense que voilà, sa carrière, il n'a pas à rougir une seconde, Dennis Schroeder. Non. Et puis bravo au Turc, Alperen Şengün. Voilà, il a fait un tournoi absolument magnifique. Là, il est tombé sur un os, clairement. Ouais. Il est tombé face à plus expérimenté. La Turquie est tombée sur plus expérimenté dans cette finale. Pour moi, vraiment, ça s'est joué au métier. Et cette équipe allemande qui est vraiment, toute cette génération là, elle est assez incroyable, cette équipe. Même techniquement, d'un point de vue stratégie, le coaching staff, tout ça, c'est hyper bien pensé. Ouais, ils sont très très en maîtrise. Ouais. Clairement, ils savent exactement comment tirer le meilleur parti de cet effectif et ça s'est vu et ça a apporté ses fruits. Voilà, il fallait que quelqu'un s'impose. Les Turcs, franchement, le tournoi était quasiment parfait. Şengün, on a tous hâte désormais de le voir reprendre la route des parquets NBA, de le voir sous le maillot des Rockets, surtout avec ces Rockets-là, qui vont clairement jouer les premiers rôles dans la saison. Donc, hâte de voir ça. Giannis Antetokounmpo, lui, a remporté la médaille de bronze avec la Grèce. Il a qualifié cette médaille de bronze comme étant le plus grand accomplissement de sa carrière. 30 points, 17 rebonds, 6 passes décisives dans cette victoire face à la Finlande. Juste complètement fou. Si tu vois ces stats sur le tournoi, c'est plus de 27 points, plus de 10 rebonds, plus de 4 passes. Je rappelle que dans le basket FIBA, c'est des matchs au max de 40 minutes. Hein, donc, irréel en termes de performance, en termes de production. La Grèce n'avait plus remporté de médaille à l'Euro. C'était une médaille de bronze en 2009. Est-ce que tu comprends ces propos de Giannis Antetokounmpo? Parce que je vois qu'aux États-Unis, ça a fait un peu réagir. Certains trouvant que un titre NBA était de loin. Pour eux, c'était impossible de mettre un titre NBA en deçà d'un titre européen, d'une médaille de bronze à l'Eurobasket. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Déjà, je trouve que c'est ridicule parce qu'en fait, c'est un truc qui est extrêmement, c'est propre à chacun en fait. Ce que tu ressens sur certains accomplissements, c'est propre à chacun. Et l'émotion que peut ressentir un mec comme Antetokounmpo quand il porte le maillot grec, ça ne regarde que lui. Et je ne vois pas comment quelqu'un qui ne connaît pas ces émotions-là peut se permettre de juger ça. Ouais. Effectivement, moi j'ai trouvé que son émotion était incroyable. Je trouvais que c'était magnifique, quoi. Cette interview à la fin du match, elle est ultra touchante. On sent la passion de ce mec pour le basket, l'émotion qu'il a ressentie en portant cette médaille. Alors oui, je pense effectivement que cette déclaration sur le fait que c'est le plus grand accomplissement de sa carrière, ça a dû faire grincer quelques dents aux États-Unis, mais franchement, on voit à quel point ça lui tient à cœur de faire briller le drapeau grec sur la scène basket internationale, et je suis très content qu'il soit allé chercher cette médaille, et j'espère qu'il en ramènera d'autres, parce que vraiment, il a l'air tellement fier de ça. Moi, je trouve ça génial, et oui, je comprends très bien que... en fait, je peux comprendre que juste le fait de représenter son pays, de réussir à faire gagner une nation qui ne gagnait plus depuis un moment, ce soit un sentiment complètement indescriptible, et que ça déplaise à certains Américains qui sont absolument persuadés que la NBA représente le championnat du monde et que gagner le titre NBA c'est être champion du monde. Écoute, tant pis pour eux, tu vois, on s'en fout, quoi. Tout ce qui compte aujourd'hui, c'est ce que Giannis, c'est les émotions que Giannis a pu transmettre à tous les Grecs qui doivent être fiers comme jamais devant cette équipe, quoi. Mais absolument. Et puis tu peux pas sous-estimer le fait qu'il joue aussi avec ses deux frangins dans cette sélection. Et je pense que forcément, il y a un goût particulier de faire ça avec tes deux frères, avec représenter ton pays où ta famille vit, et ainsi de suite. Enfin, ça n'a aucune commune mesure. C'est incomparable en fait. Ouais, et puis c'est ce qu'il dit aussi sur le fait d'inspirer les gens, tu vois, d'inspirer les gamins. Non, mais moi je comprends très bien, et franchement cette interview elle était géniale, et je suis vraiment super content qu'Antetokounmpo ait vécu ça aussi, parce que ces dernières années en NBA, ça a pas toujours été simple pour lui, et je pense que c'est une bouffée d'oxygène qui va lui faire un bien incroyable. Ouais, je suis absolument d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Et en parlant de ça, d'ailleurs, aujourd'hui, là, je suis tombé sur une interview de Shane Larkin, meneur de la Turquie, sur Oops Hype,
où il explique un petit peu son parcours personnel, le fait qu'il ait joué en NBA et qu'aujourd'hui, il se verrait absolument pas revenir aux États-Unis, qu'il est très bien en Turquie, qu'il est fier de représenter la Turquie, alors que c'est pas le pays qui l'a vu naître, et qu'il explique un petit peu voilà toutes les différences, ce qu'il a trouvé comme équilibre là-bas, et il parle également du basket FIBA, des différences avec la NBA, de l'ambiance dans les stades, du rapport très différent qu'ont les fans qui viennent au stade, qui viennent assister aux rencontres, l'ambiance très particulière qu'il y a en Europe. Et ici, notamment, tous les gros matchs entre l'Olympiakos ou le Panathinaikos en Grèce, entre le Red Star et le Partizan en Serbie, entre Barcelone et Madrid en Espagne, et ainsi de suite. Et il explique, voilà, c'est une expérience de dingue, en fait, que quand t'es pas habitué, t'arrives, tu découvres ça et t'as des dizaines de milliers de gens qui chantent des chansons, qui sont debout tout le match en train de crier leur passion pour leur équipe, pour leur club, pour le coup, et pas des franchises. Et j'ai trouvé cette interview extrêmement intéressante de par la perspective qu'un joueur comme Shane Larkin peut avoir, lui qui a changé, enfin qui a pris la nationalité turque, qui aujourd'hui vit là-bas, s'est installé là-bas et vit pleinement sa passion pour le basket. Il parle aussi beaucoup de ça. Il dit, la NBA, moi qui étais un espèce de role player cantonné à certains rôles, j'allais d'équipe en équipe, j'étais souvent une monnaie d'échange dans les transferts. Et là, aujourd'hui, je suis un joueur respecté. J'ai ma vie, j'ai ma famille, j'ai mes amis, j'ai tout construit là-bas. Et je trouve ça hyper intéressant, cette perspective. Et je vous invite tous à lire cet article. Franchement, il est, d'un point de vue sportif et humain, c'est absolument génial de lire ses propos. Ouais, je suis d'accord. Et d'ailleurs, il cite à un moment dans l'interview, je crois que c'est dans cette interview-là, qu'il cite Jabari Parker, tu sais, qui pareil. Oui, complètement. A vécu, en fait, a renoué avec sa passion du basket en Europe et à Barcelone, je crois, notamment. Et qui, en plus, pour le coup, tu vois, Jabari Parker, c'est quand même un mec, quand il a débarqué en NBA, il y avait de grosses attentes sur lui. Il est un très haut choix de draft. Son début de carrière se passe quand même pas si mal, etc., etc. Et c'est vrai que, ouais, c'est une relation au basket qui est complètement différente en Europe et en NBA, et c'est sûr que c'est une ferveur qui n'existe pas en NBA en fait. Même dans les salles les plus chaudes, on peut pas comparer ça avec ce qui se passe en Grèce, en Turquie, qui sont des pays où vraiment voilà, qui vivent pour le basket en fait. Oui, après il compare pas les niveaux, il maintient que le niveau NBA, voilà, c'est la ligue majeure avec les meilleurs joueurs, les meilleurs talents. Ça, il remet pas ça en question. Mais j'ai beaucoup apprécié le fait qu'il parle de la manière dont le basket était joué dans le basket FIBA et comment lui a retrouvé son amour. C'est exactement l'exemple que tu sors avec Jabari Smith, qui je me demande d'ailleurs s'il n'est pas au Partizan Belgrade, tiens. Jabari Parker. Jabari Parker, pardon. Ouais. Jabari Smith, il joue aux Rockets. Et oui, c'est ça, il est au Partizan Belgrade, tout à fait, bien joué. Ouais, voilà, je crois qu'il est parti là-bas et effectivement, c'est exactement ce qu'a dit Jabari Parker. C'est retrouver cet amour du basket, cet amour du jeu. Et on oublie trop, je trouve que des fois on voit trop le côté business, le côté affaires, le côté je suis un joueur, j'ai des contrats et je crée ma marque et toutes ces je construis ma legacy. Ouais, voilà, enfin tous ces trucs qui prennent beaucoup trop de place aujourd'hui dans le discours sportif. Et des fois, on en oublie justement la place du sport lui-même. Et moi, c'est cette passion-là que j'ai. Moi, j'aime le basket pour le basket. Je m'en fiche que ça soit la NBA ou autre chose. J'aime le sport pour ce qu'il est, pas pour tous les à côté, quoi. Enfin, pas forcément, tu vois. Les à côté m'intéressent aussi, mais avant tout et en premier lieu, c'est le basket, quoi. Avant tout, ce que tu aimes, c'est LeBron James, on le sait. Ah, arrête, ne me provoque pas parce qu'on va en parler. Le podcast NBA Corner ne serait pas le podcast NBA Corner si on ne parlait pas de LeBron. Je voulais juste interpeller sur son apparition dans le podcast 360 with Speedy, alors 360 with Speedy si on le prononce en anglais, où il a expliqué que la retraite était proche, mais que c'était pas encore le moment d'en parler, que c'était pas encore le moment d'envisager. Et je me disais, mais quand alors ? Parce que là, il arrive en fin de contrat, on en a parlé, toi et moi, on va pas refaire l'histoire. J'invite les auditeurs à réécouter les précédents podcasts où on parle de ça. Mais il arrive en fin de contrat avec les Lakers.
est-ce qu'il va re-signer pour une somme modeste l'été prochain ou pendant la saison? Est-ce qu'il va aller terminer sa carrière ailleurs? Charles, je continue de te poser cette question. C'est quoi la probabilité? C'est quoi la finalité de la carrière de LeBron James? Bah moi je te dis, hein, je sais pas du tout ce qu'il va faire parce que c'est impossible de lire ce qu'il va faire, mais moi ce que j'espère et ce que j'espère depuis un moment maintenant, c'est qu'il prenne pas sa retraite à la fin de la saison et qu'il aille faire sa tournée d'adieu ailleurs. Hein. De manière très pas égoïste, mais en tant que fan des Lakers, pour moi c'est le scénario idéal, tu vois, c'est que la saison soit pas pourrie par sa tournée d'adieu et Ouais. que tu vois ça se finisse. Dans tous les cas, pour moi ça doit l'histoire entre LeBron et les Lakers, elle doit se terminer à la fin de cette saison là qui vient. Et effectivement, idéalement, je préférerais que ça se termine par lui qui va, je sais pas moi, à Cleveland ou peu importe ailleurs. Tu vois, j'avoue qu'une fois qu'il est plus là, je m'en lave un peu les mains. Mais Je vois pas où il irait ailleurs qu'à Cleveland, personnellement, pour finir ça. Mais encore faut-il que Cleveland soit d'accord. Mais... bah, on sait jamais. Avec lui, on sait jamais. Tu vois, C'est peut-être qu'il vrai. peut se faire une réunion avec tous ses super potes ailleurs. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Ou alors aller. Tous ces super potes sont à la retraite. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bah, alors une réunion avec tous ces gamins, je sais pas, moi, tu vois. Ouais, voilà. Ouais. Peut-être qu'il attend que ça, ouais, de jouer avec son autre fils. Mais bon, voilà, c'est clair que pour moi, c'est l'idéal pour les Lakers, c'est que l'histoire se termine à la fin de la saison sans Ouais. qu'on ait à subir cette tournée d'adieu qui, honnêtement, serait juste en fait un obstacle au fait de faire une bonne saison et de lancer l'ère Luka Doncic. Sans détailler le cas, parce que on va reparler de ça prochainement, je pense. Est-ce que tu es inquiet du cas Austin Reeves aux Lakers? Inquiet du fait qu'il pourrait partir, tu veux dire? Ouais, ouais, ouais. Bah non, pas tant que ça, parce que en fait, je suis plus inquiet à l'idée qu'on lui donne trop d'argent, alors que je pense sincèrement qu'aujourd'hui, pour les Lakers, le truc le plus important, c'est de construire une équipe autour de Luka Doncic, et je suis pas convaincu qu'Austin Reeves soit le profil le plus compatible à côté de Luka Doncic. Parce que je me posais la question l'autre fois, tu sais, toute la question de Lucas avec les ball handlers, la nécessité d'avoir un autre gars capable de porter le ballon à ses côtés. Il y avait Jalen Brunson à Dallas, ils l'ont viré, et mon Dieu, c'était une erreur. Ensuite, ils ont fait venir Kyrie Irving avec un tir dans le noir qui a porté ses fruits, puisqu'ils ont fait les finales NBA. Mais voilà, la nécessité, c'était toujours de dire, Luka Doncic ne peut pas être le seul à porter le ballon et à créer en permanence pour tout le monde. Et j'étais en train de me dire, est-ce que Austin Reeves, les Lakers n'ont pas ce ball handler entre leurs mains, si je puis dire, et ne pas réussir à négocier ce contrat et à le maintenir dans l'effectif, c'est se créer un problème à l'avenir où ce sera encore le débat interminable de il faut un nouveau gars capable de porter le ballon à côté de Luka Doncic et oh mon Dieu pourquoi on a viré Austin Reeves quoi. Pourquoi on n'a Alors, pas géré ce dossier? ouais, disons que je pense que Brunson avait montré à Dallas plus de choses lui permettant de mériter un contrat important que Reeves ne l'a fait aux Lakers. Attention, je crache pas du tout sur l'apport, enfin sur ce que fait Reeves depuis 1 ou 2 ans là aux Lakers. Mais il y avait quand même, ouais, je sais pas. T'as peut-être raison, hein, c'est possible. Tu vois, en fait, c'est le genre de cas de conscience dont on aura la réponse qu'une fois qu'on connaîtra l'effectif qui accompagnera Luka Doncic Oui, c'est dans un ça, an ouais. ou deux, tu vois. En fait, moi aujourd'hui, j'ai tendance à penser que oui, Austin Reeves est un très bon ball handler. Maintenant, il a aussi des manques dans certains domaines. Enfin, je pense qu'il est remplaçable, Ouais. surtout à partir du moment où tu as entre guillemets un produit d'appel comme Luka Doncic pour attirer des free agents. Tu vois. J'entends bien, ouais. Et, moi, c'était surtout sur le côté, le fait que ça traîne avec LeBron James d'un côté et que dans la continuité de cette histoire-là, tu te retrouves à prendre des décisions parce que tu n'as pas le salary cap pour encaisser le choc et que tu te retrouves à devoir faire des arbitrages qui potentiellement plus tard tu vas les regretter alors que cette situation aurait pu être Ouais, mais pas gérée. l'inverse. T'aurais pas pu la gérer autrement, non, c'est pas vrai de dire ça. Tiens, pour le coup, je me trompe en disant ça, mais Mais en fait, l'inverse est vrai aussi, tu vois. Austin Reeves, c'est quand même un mec. En fait, on a l'impression qu'il est très jeune, Austin Reeves, parce que mine de rien, il a émergé récemment. Mais en réalité, Austin Reeves, à la fin de la saison, il aura 28 piges, tu vois. t'as Et, tout à fait raison, ouais. et c'est quand même. Enfin, tu vois, il n'y a pas tant d'écart avec un Brunson, par exemple. Donc voilà, je pense que la crainte de lui donner trop pèse aussi. Après, on peut aussi penser à un truc, un sign and trade ou quoi que ce soit. Enfin, tu vois,
je pense que c'est encore trop tôt pour être inquiet en tout cas. Ouais. Trae Young et Pat Beverley se sont lancés dans une joute verbale après que Pat Beverley se soit exprimé sur le fait qu'il y avait des matchs joués en open court l'été qui étaient bien plus compétitifs que le All-Star Game. Pourquoi ? Parce que selon lui, les joueurs All-Star ne respectent plus le jeu. Vieux débat dont j'ai décidé de m'extraire officiellement après le nouveau format du All-Star Game. Là, je pense que j'ai dit mes derniers mots concernant ce truc. Bref, Trae Young a tenu à lui répondre en lui demandant de rester zen. Beverley a estimé ensuite que Young n'avait pas un palmarès assez conséquent pour lui répondre de manière condescendante comme il l'a fait, avant de critiquer son leadership à Atlanta, arguant que ses anciens coéquipiers avaient confié avoir eu l'impression de jouer pour les Trae Hawks, sous-entendu que l'équipe était à la merci des caprices de Trae Young. Trae lui a demandé de dévoiler le nom de ceux qui avaient parlé, en expliquant à Pat Bev qu'il n'avait aucune idée de ce que c'était la responsabilité d'être un franchise player. Et puis il s'est moqué de Beverley qui avait célébré la victoire des Bulls lors du play-in en 2022 face aux Clippers, comme s'il avait remporté le titre NBA, alors que lui dit « Moi, quand je gagne le play-in, je suis prêt à attaquer les playoffs. C'est pas une fin en soi. » Bref. Et Beverley a terminé la conversation aux dernières nouvelles. Il n'y a pas eu d'autres réponses depuis de la part de Trae Young, en disant que les stats du meneur d'Atlanta étaient vides de sens, que leur brouille n'intéressait pas grand monde et qu'il devait apprendre à rester humble. Il a pointé du doigt, il pointe du doigt quelque part, Pat Beverley, le fait qu'il y a eu 3 general managers et 3 coachs à la tête des Hawks depuis sa draft en 2018, depuis qu'il est arrivé en NBA. On passe à la suite. Charlie, où tu as un mot à dire sur cette histoire de brouille entre Trae Young et Pat Beverley? La brouille dont la NBA n'avait pas besoin. C'est vraiment la cour de récré. C'est ça. C'est vraiment, mais c'est affligeant. Moi, ça me fait rire. Mais... L'énergie et le temps que ces gens dépensent là-dessus, je trouve ça fou. Écoute, non, franchement, pas grand-chose à dire. Je trouve que les deux sont... Moi, j'allais utiliser un terme un peu vulgaire, mais je trouve que les deux sont complètement ridicules. Ouais. Tu vois, je trouve que Pat Beverley qui prend la posture du vieux sage en disant tu devrais accepter les critiques quand elles sont constructives ou je sais pas quoi. Il y a absolument rien de constructif dans ce que Pat Bev a dit en réalité. Donc bon. Voilà, écoute, moi je suis pas fan de Trae Young, tu le sais. On a eu très souvent dans ce podcast des débats sur son leadership. Je pense sincèrement qu'il y a un fond de vrai dans ce que dit Pat Beverley sur le leadership de Trae Young. Maintenant, écoute, il a le temps de progresser et je trouve que déjà l'année dernière, il avait un peu progressé en la matière. Il a à peine plus de 25 ans, Trae Young, tu vois. Bon, voilà, c'est vraiment une embrouille de cours de récré sans grand intérêt. Ouais. Donc pas grand chose à dire. Mais bon, voilà, écoute, franchement, je sais même pas quoi dire. Enfin, vraiment, ouais, c'est ça, c'est vraiment de la cour de récré. Il se renvoie la balle. Bon, voilà, Pat Beverley, c'est clair qu'il a jamais été dans les chaussures d'un franchise player, il a jamais été dans cette position-là. Maintenant, bon... Il essaye de vendre son podcast, c'est ça. C'est vrai, c'est très probablement tout à fait le cas. Et ça marche parce que moi, ça m'a fait sourire. On va terminer les news avec l'affaire Kawhi Leonard et les Clippers. Pablo Torre continue d'enfoncer le clou chaque semaine. Chaque semaine, il arrive avec des nouveaux éléments. Chaque semaine, il a des nouvelles interviews. Chaque semaine, il en remet une couche sur la tentative présumée des Clippers de contourner le salary cap pour payer un salaire détourné à Kawhi Leonard. Adam Silver a été vivement critiqué après avoir affirmé lors de sa première prise de parole publique, donc lors du Board of Governors, n'avoir jamais entendu parler d'Aspiration. L'entreprise qui est au cœur du scandale actuellement visée par une enquête fédérale pour fraude massive. J'avais souligné la première fois où on avait abordé l'affaire que Mark Cuban, qui avait été invité par Pablo Torre avant cette première prise de parole d'Adam Silver, avait indiqué qu'il était impossible pour l'NBA de ne pas savoir qui était Aspiration au moment où l'entreprise avait signé un contrat de sponsoring estimé à 300 millions de dollars avec les Clippers. C'était en 2021. Il y a quelques jours, Adam Silver, de nouveau interrogé sur l'affaire, a fait marche arrière. Il a dit « Ah, mais non, en fait, j'avais entendu parler d'Aspiration, bien évidemment, je savais ce que c'était, mais pas dans le cadre des éléments présentés par l'affaire mise en lumière par Pablo Torre dans son podcast. » Ok. Ouais, ça, très convaincant.
Pas très convaincant, effectivement. Je vais pas refaire la présentation globale que j'ai faite la semaine dernière. Je vous invite à réécouter cette longue présentation que j'ai faite la semaine dernière. Mais il semble, de toutes les lectures que j'ai pu avoir ces derniers jours sur cette affaire, que la NBA va prendre son temps pour mener à bien son enquête. Ils ont déjà annoncé que ça devrait prendre plusieurs mois, que les punitions prévues par la convention collective ne sont pas vraiment taillées pour l'ampleur de l'affaire si les faits présentés par Pablo Torre se révèlent exacts. Une amende de quelques millions de dollars infligée aux Clippers, qu'est-ce que ça va faire? Rien. La suspension pour 1 an de Steve Ballmer et peut-être de Kawhi Leonard, et encore, ça va être beaucoup plus compliqué. Mais on parle également de l'annulation de son contrat. Mais si jamais tu fais une mesure comme ça, tu auras l'association des joueurs, le syndicat des joueurs, pardon, qui va venir et qui va porter plainte et qui va dire non, vous pouvez pas faire ça, c'est pas prévu dans la convention collective. Il va falloir prouver via un procès que ça va se passer comme ça. L'annulation des fameux pics de draft, ça on en parle, le fameux Joe Smith, la jurisprudence Joe Smith, voilà comment on pourrait appeler ça. Pareil, ça reste à voir ce qu'ils vont décider de faire. Et tout cela va paraître bien faible par rapport à ce que Adam Silver lui-même avait présenté comme étant un péché capital, le contournement du salary cap. Si c'est prouvé, évidemment, c'est ce qu'il a dit également, c'est qu'il va falloir prouver de manière évidente, claire et évidente que les Clippers ont effectivement volontairement cherché à contourner les règles. J'ai hâte de voir comment ça va se passer. Il y a une question d'image de la Ligue, encore une fois, je dis et je le répète, qui est dans la balance. De l'autre côté, elle va devoir agir prudemment envers le propriétaire le plus riche des sports US. Et ça, il y a cette dimension politique et financière qui nous échappe parce que ça touche à la complexité du monde des affaires et à la manière dont les ultra riches se jouent des règles. Je vous passe un tout. Vous pouvez vous renseigner là-dessus sur comment le fait de posséder, d'être propriétaire d'une équipe NBA permet aux propriétaires d'éviter de payer des impôts. Il y a ça, mais ça, je vais pas rentrer dans ces détails-là. Vous pouvez faire vos recherches vous-même chez vous. C'est très simple à trouver. Il y a des vidéos très bien faites qui expliquent comment ça fonctionne. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que la NBA, avec cette affaire, qui est... En France, j'ai l'impression qu'on n'en parle pas beaucoup dans les médias NBA, mais aux États-Unis, c'est un truc énormissime. Énormissime. Ça prend une dimension folle. Et voilà. Et je sais pas ce que t'as retenu, toi, des dernières révélations, mais c'est fou. Moi, il y a un truc, c'est qu'au-delà de tout ce que t'as dit, qui est tout à fait juste, c'est l'image de Kawhi, en fait. On peut en parler de ça. ESPN qui a sorti un article, là, qui revient sur les années, enfin, sur l'ère Kawhi Leonard aux Clippers. Baxter Holmes qui a écrit ce papier qui est fascinant, qui est absolument génial. Ouais, mais il est horrible en fait. Enfin, on se rend compte d'à quel point les Clippers ont vendu leur âme au clan Kawhi Leonard pour le récupérer, pour mettre la main sur lui, et que derrière ça s'est traduit par aucun bénéfice pour eux quasiment en fait. Et c'est terrible. C'est ce qu'on se disait là un peu en off, toi et moi, c'est que en fait, si cette affaire elle est confirmée et qu'il y a des sanctions pour la franchise, en réalité Kawhi Leonard aura ruiné une décennie des Clippers. C'est une catastrophe. Les exigences de son oncle au moment de la signature, les difficultés pour comprendre ce qui se passe d'un point de vue santé, c'est absolument l'omerta, c'est l'omerta absolue au niveau de sa santé. Cet article révèle quand même une ambiance et un climat de peur, de suspicion, où les gens qui sont censés être au courant, le staff médical de l'équipe, ne sont au courant de rien, sont menus dans l'ombre. Il faut pas en parler, il faut pas dire ci, il faut pas dire ça. C'est oppressant pour tout le monde. Mais c'est ça. Et tu te rends compte effectivement, comme tu dis, que le passage de Kawhi Leonard dans cette franchise, t'as l'impression que tous les gens qui travaillent dans cette franchise sont traumatisés par le passage de Kawhi Leonard, qui aura joué 58% des matchs pendant son parcours, qui aura manqué 4 campagnes de play-off en raison de blessures à différents moments, soit complètement, soit en partie. Enfin, je veux dire, le bilan est catastrophique. Oui, et puis tu vois, dramatique. Kawhi, quand il quitte Toronto, on le voit comme un
un joueur extraordinaire et une personnalité un peu atypique, un mec taiseux, en fait, tout ce qui l'intéresse, c'est de jouer au basket. Timide, en fait, on le voit mignon, timide. Mais oui, c'est ça. Et mais en fait, ça a pas l'air d'être l'ambiance, en fait. Et en fait, elle est là, toute l'escroquerie Kawhi. C'est qu'en fait, à force de ne rien dire, on a projeté sur lui l'image qu'on espérait, en fait, presque l'image d'un joueur idéal, tu vois, un mec qui fait pas de polémique, qui est juste intéressé par le fait de jouer au basket, etc., etc. Et là, on apprend dans cet article d'ESPN que le front office et que les employés de la franchise sont tétanisés à l'idée de dire ce qu'il faut pas dire, de provoquer une situation où Kawhi et son entourage seraient mécontents ou voudraient partir. C'est absolument catastrophique. Et en fait, on en arrive à un point où moi, j'en suis presque à me dire, mais en fait, quelque part, pour les Clippers, ce serait presque positif que le contrat soit cassé, tu vois, et qu'on n'en parle plus de cette histoire Kawhi Leonard, qu'on mette cette époque de côté, qu'on tourne la page. Mais évidemment, c'est pas aussi simple du tout. Et ouais, je trouve que, effectivement, au-delà des conséquences que l'affaire Kawhi va avoir pour la ligue, pour les Clippers, etc., l'image de Kawhi Leonard, là, elle est détruite, mais absolument détruite, et aujourd'hui, il passe probablement pour un des joueurs les plus antipathiques et les plus désagréables, ce qui est absolument fou. Et moi, je maintiens que Kawhi Leonard, il y a toujours pas eu une seule déclaration de lui ni de son camp à propos de cette affaire. Moi, je trouve ça quand même assez lunaire comme truc. Mais donc quoi, tu penses qu'il est sous influence de son entourage ? Ah non, je dis pas ça. Alors là. Non, je pose la question, je sais pas. Hein. Non, mais Kawhi Leonard, j'en ai rien à fiche de l'influence de son entourage. C'est un adulte et il y a un moment, il va devoir assumer ce qui se passe. Et moi, j'ai le sentiment, j'ai aucune certitude, mais j'ai le sentiment que quand tu regardes la communication des Clippers, qui n'arrête pas de dire on a été dupés, nous sommes les victimes dans cette affaire et ainsi de suite, et il y avait des mots qui ont été prononcés par Steve Ballmer quand il s'est présenté sur ESPN avec Ramona Shelburne, qui résonnent différemment. Plus cette affaire avance, plus je me dis il y a quelque chose là-dedans. Et il dit notamment le business de Kawhi Leonard ne regarde que Kawhi Leonard. Et pour moi, c'est une tentative des Clippers, c'est un peu une porte de sortie ou un peu un matelas pour amortir une éventuelle chute. C'est de dire, nous, on n'a pas négocié ce qui s'est passé entre Kawhi Leonard et Aspiration. Ouais, entre les lignes, finalement, celui qui a dupé Steve Ballmer, voilà. C'est même pas Aspiration, c'est Kawhi et son entourage. Voilà, et que nos investissements sont des investissements que nous avons faits parce que c'était notre sponsor, parce que nous avions des relations d'affaires, parce que c'est ce qu'a dit Steve Ballmer. On essayait de décarboner parce que ils achetaient, là, la dernière révélation, ils ont acheté, donc le boulot d'Aspiration, c'était de planter des arbres. C'est comme une taxe carbone, en fait. C'est ça, le truc. Et donc, Steve Ballmer dit, nous, on a voulu investir là-dedans parce qu'on voulait avoir un ratio de notre consommation de CO2, de carbone. On voulait être en règle avec la loi, avec l'image, avec tout ça, notre impact écologique et ainsi de suite. Ok, pourquoi pas. Et donc c'est ce qu'ils sont en train de dire. Nous, on a fait affaire avec cette société qui se trouve être une société véreuse et nous sommes les victimes parce qu'on n'en savait rien et tous les investissements qu'on a fait, on les a fait de bonne foi en ne pensant pas que derrière nous allions nous faire enfler et que ce qui concerne Kawhi Leonard et son oncle, regardez son oncle, il a fait des demandes complètement folles. Il a demandé à l'époque de Toronto d'avoir des actions dans tel et tel club, dans telle et telle équipe de hockey, d'avoir des jets privés, d'avoir ci, d'avoir ça, enfin bref. Des demandes qui sont complètement fantasques, qui sont surtout totalement hors la loi. Et la NBA avait mené son enquête à l'époque sur les éventuelles demandes qu'avait fait l'oncle de Kawhi Leonard auprès des Clippers parce qu'ils étaient en affaires, parce qu'il avait signé chez eux. Donc voir en rappelant aussi que l'oncle n'était pas un agent. Tu ne peux pas négocier si t'es pas un agent reconnu, si t'es pas un agent professionnel. Ça aussi, c'était problématique de la part du camp de Kawhi Leonard. Donc, il y a toutes ces choses-là qui me disent que
chaque camp est enfin on va dire chaque partie que ce soit la NBA, que ce soit les Clippers avec Steve Ballmer, et je suppose Kawhi Leonard, j'ai l'impression que chacun dans son camp est en train de se préparer de préparer sa défense, quoi. Ouais, mais Et ça peut vite devenir moche, j'ai envie de dire. Ça peut vite devenir moche. C'est clair. Et franchement, je suis d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure. Je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup en France, et pourtant on se rend pas compte en fait des conséquences que toute cette histoire a, mais qu'elle pourrait avoir, mais même qu'elle a déjà, parce que l'échange pour récupérer Paul George, qui était une exigence du camp Kawhi, qui derrière permet à OKC de récupérer Shai Gilgeous-Alexander, de récupérer des choix de draft qui leur donnent Jalen Williams. En fait, on se rend pas compte à quel point le domino Kawhi Leonard de Clippers a modifié le paysage NBA qu'on connaît aujourd'hui, et à quel point les conséquences pourraient être importantes pour l'avenir. Et ça me permet de dire, en conclusion, mais merci que ça soit pas arrivé aux Lakers. Merci aux Lakers de pas avoir accepté ces exigences-là, parce que déjà, LeBron, il prend de la place dans le paysage Lakers. Si en plus on avait eu Kawhi derrière avec tout ce que ça implique, oh là là, la galère. Et après, c'est ce que disait Pablo Torre dans un de ses podcasts. Il disait deux choses. La première chose était de dire ce qu'on avait déjà évoqué quand on a parlé de cette affaire, c'est justement la suspicion que cette affaire crée. Le fait de dire, et c'est ce que la NBA craint c'est déjà en train d'arriver. Au-delà de tout, c'est de dire, vous nous bassinez avec votre salary cap, alors que derrière, en coulisses, vous magouillez. Voilà, c'est la magouille et la perte de confiance dans un système et des règles qui sont censées exister pour justement garantir une certaine parité, un certain équilibre des chances. Et Pablo Torre rajoutait ça dans un de ses discours en présentant cette affaire. Il disait que aux États-Unis, c'est peut-être plus vrai aux États-Unis que par chez nous, quoique. Bref, mais aux États-Unis, le sport, avec le principe même du salary cap, le fait qu'il y ait une limite salariale et que tu as 30 franchises dans le cas de la NBA qui doivent se dépatouiller avec ces règles pour construire une équipe, avec des joueurs, identifier des talents, savoir construire un collectif, enfin tout ce dont on parle et qui nous passionne, Charlie, c'est le cœur même du fait qu'on soit fan de ce sport et de cette ligue. Il dit, c'est un des rares éléments aux États-Unis, dans la culture américaine, dans la société américaine, qui n'est pas pollué par le plus riche l'emporte à chaque fois. Plus tu as de l'argent, plus tu as des chances de réussir. Et plus tu domines un domaine. Et le fait que ça soit Steve Ballmer qui, je le rappelle, tient sa fortune de son rôle chez Microsoft. Microsoft, il l'a rappelé d'ailleurs Pablo Torre récemment là sur Twitter. Microsoft a été engagé dans une lutte judiciaire incroyable à la fin des années 90 avec les États-Unis, avec le pays, avec les institutions américaines pour ne pas respecter les règles de la concurrence. Tout ça pour dire que le fait que ça soit Steve Ballmer, que ce soit quelqu'un qui est une des 10 personnes les plus riches au monde, ce n'est pas anecdotique. Non. Ce n'est pas un truc où tu dis « Ah bon, ça va, on va mettre une petite amende et puis c'est terminé, on oublie, on passe à autre chose. » C'est pas comme ça que ça va se passer probablement. Et c'est là où la NBA transpire probablement dans son maillot actuellement, c'est qu'ils doivent se dire à un moment ou un autre, si on fait une amende de 7 millions de dollars, un an de suspension pour Steve Ballmer et je ne sais quoi pour Kawhi Leonard, est-ce que ça sera suffisant aux yeux des gens, aux yeux des fans? Et je pense que c'est là que le curseur va se placer pour la NBA. Une fois qu'ils auront mené leur enquête avec leur fameux cabinet indépendant que la NBA doit payer une somme absolument faramineuse, selon les conclusions que ce cabinet va tirer, j'ai hâte de voir ce que la NBA va décider. Ouais, je suis d'accord. Je dirais pas que la NBA joue son avenir, mais il y a beaucoup de choses qui se jouent à travers cette affaire.
Elle joue son image en tout cas, et effectivement, C'est moi, sûr. il y a un autre aspect, c'est l'aspect que tu as évoqué, c'est l'aspect des suspicions. Moi, c'est ça qui est en train de me tuer en fait. C'est ça que je trouve horrible dans cette histoire. C'est tout, toi, toutes les questions que ça pose sur le passé, tu vois là, par exemple, Mark Cuban qui a pris la défense de Steve Ballmer. Complètement. Le fait qu'il insiste, Mark Cuban, met une pièce dans la machine de ceux qui disent, mais si Mark Cuban le défend comme ça, c'est que potentiellement lui aussi, il a magouillé avec Dirk Nowitzki, qui a pas pris les contrats qu'il fallait, et ainsi Mais de tu suite. sais que ça, si dans les mois qui viennent là, il y a un article qui a enquêté sur ça et qui explique qu'effectivement le fait que Dirk Nowitzki soit resté à Dallas, c'est une affaire un peu sordide de gros sous dissimulés comme ça. C'est ça. Mais mon enfant s'est cassé, hein. Vraiment, hein. Pour moi, c'est horrible, hein. C'est moi l'histoire de Dirk Nowitzki en NBA et à Dallas, c'est un truc qui me tient à cœur. C'est hyper important pour moi. Le titre pour qu'il beaucoup de remporte gens, avec pour cette beaucoup de équipe, gens. tu vois, c'est un symbole de fou. Si Bien sûr. j'apprends là qu'il y a un truc comme ça derrière, je vais être dégoûté, mais vraiment dégoûté. Et en fait, ce qui m'emmerde là avec cette histoire, c'est ça, tu vois, c'est toutes les questions que ça pose, c'est toutes les suspicions que ça crée, et c'est pour ça que cette affaire, elle est aussi touchy et que les conséquences peuvent être aussi importantes et que Ouais. ils ont pas le droit de se planter là, la NBA. En fait, ils doivent vraiment faire les choses bien. Et je pense qu'Adam Silver le sait, et je pense véritablement qu'aujourd'hui, depuis que l'affaire est sortie, il y a toute une partie de communication de crise qui est mise en place au sein de la NBA. Et je pense qu'ils sont en train de peser le pour et le contre, parce que d'un côté, tu as les fans et la crédibilité de la ligue, et de l'autre côté, tu as le propriétaire le plus riche de l'histoire Ouais. de cette ligue, de la NBA. Et tu ne peux pas faire n'importe quoi. C'est pas banal en fait. Et le pouvoir de Steve Ballmer est beaucoup plus grand que ce qu'on imagine. Oui, bah, Quand bien beaucoup même plus Adam grand. Silver dit oui, ça sera à moi de décider. Oui, bah, le choix des mots d'Adam Silver est important. D'ailleurs, j'ai tout Ah, mais pouvoir. Ben non, en complètement. fait, comparé à Ballmer, tu n'as aucun pouvoir. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est ça, c'est clair. Mais c'est ça qui est dingue. C'est que chaque mot aujourd'hui est épluché. Et moi, ça me passionne. Peut-être que ça ennuie certains, mais moi, ça me passionne. Et aussi parce que tu as la dimension voilà, économique, sociétale, ce télescopage de plusieurs choses qui me fascine en fait. Ouais, je suis bien d'accord. On va passer à notre sujet principal, Charlie, si tu le veux bien, les joueurs de moins de 25 ans à suivre. Je t'ai demandé de retenir 3 joueurs, j'en ai retenu 3 également de mon côté. Et si tu veux bien, j'aimerais commencer parce que j'ai triché. Allez. Mon premier choix, c'est Cooper Flagg, rookie de 18 ans. Donc, ça rentrait pas forcément dans le schéma que j'ai, le truc que j'ai moi-même décidé de mettre en place. Le mec qui respecte même pas sa propre rubrique. C'est mon côté Steve Ballmer, peut-être. J'ai pas cette thune, malheureusement. J'allais dire, il y a une petite différence avec lui, quand même. Ça va. Légèrement. Légèrement. Mais Cooper Flagg s'apprête à faire ses débuts en NBA sous le maillot de Dallas, avec la pression de faire oublier le traumatisme causé par le transfert de Luka Doncic. Flagg dispose de tous les éléments recherchés chez un joueur de haut calibre. Il est grand, il est athlétique, il est capable de manier le ballon, il est doté d'un sens inné du jeu. Jason Kidd n'hésite pas à le comparer à Grant Hill à son arrivée en NBA, qui était une star dès sa saison rookie. D'ailleurs, il partage le titre de rookie de l'année avec Jason Kidd, puisqu'ils sont arrivés ensemble, je crois que c'était en 1900, c'était la saison 94-95, il me semble. Voilà, avec l'absence de Kyrie Irving, il est annoncé que Cooper Flagg pourrait éventuellement occuper de temps à autre le poste de meneur de jeu, du moins avec la responsabilité de créer du jeu, de distribuer les ballons à ses coéquipiers. Ce qui me fascine, moi, c'est qu'on demande à un gamin de 18 ans dont le tir extérieur n'est pas sa principale force, dont le dribble doit encore progresser, d'endosser des responsabilités dans une équipe bâtie pour gagner, parce que c'est ça qu'il nous a raconté, Nico Harrison. C'est l'équipe va gagner, joue le titre dans les 2-3 prochaines saisons, au plus tard, avec des vétérans autour de lui, dont certains ont une santé chancelante. L'histoire pourrait être magnifique, c'est ce que je souhaite profondément à Cooper Flagg et aux Mavericks et à leurs fans, mais je pense qu'il ne faut jamais oublier, et qu'il ne faudra pas oublier, durant toute cette saison, son âge, son inexpérience
et le fait que de nombreux adversaires vont mettre un point d'honneur à le mettre en difficulté cette saison. Et voilà. Et pour tout le bien que j'entends concernant Cooper Flag, j'ai vraiment envie d'y croire, mais j'ai envie de dire, mollo, quoi. 18 ans, c'est quand même hyper jeune. Ouais, alors écoute-moi, pour être franc, Cooper Flag, je suis assez peu au fait de ce qu'il va pouvoir apporter pour une raison qui est assez simple, qui est que j'ai pas trop eu le temps de suivre la saison universitaire l'année dernière. Alors évidemment, j'ai lu les scouting reports, j'ai vu des images, j'ai vu les quelques... Je crois qu'il a fait 2 matchs en Summer League, un truc comme ça. Ouais, il est comparé à l'arrivée de Luka Doncic et Victor Wembanyama quand même. Alors... Moi, je trouve ça assez... Enfin, c'est quand même mettre la barre hyper haut quand même. Bah, c'est ça en fait. Moi je suis assez partagé quant à sa situation à Dallas parce que d'un côté je me dis qu'il est dans une équipe qui est plutôt correcte sur le papier, qu'il a la chance d'avoir 2 mecs qui a priori sont les patrons de l'équipe, même si évidemment Kyrie sera pas là pour une bonne partie de la saison. Ouais. Mais tu vois, ces mecs-là vont prendre une partie de la pression pour lui a priori, mais en même temps ils lui ont fait c'est horrible ce qu'ils lui ont fait en fait, parce qu'effectivement la communication du front office des Mavs après le trade de Doncic est catastrophique, à parler de jouer le titre dans l'immédiat, etc., etc. Et en plus de ça, en fait ils lui ont mis une forme de pression qui est terrible, parce que factuellement dans 10 ans, quand on reparlera du trade de Doncic, le seul élément qui peut faire passer la pilule de ce trade, c'est justement l'évolution de Cooper Flag. Sans ce trade, il aurait jamais fini à Dallas. Et s'il devient un joueur majeur de la ligue d'ici quelques années, ça pourrait atténuer un peu l'impression que les Mavs se sont sabordés dans les grandes largeurs avec ce trade. Donc ça aussi, ça lui crée une pression qui est terrible. Bon, moi je suis d'accord avec toi, il faut pas oublier que c'est un rookie, il a 18 ans, il est pas fixé sur son poste. Bon, on peut pas trop lui en demander, mais le problème effectivement, c'est ça, c'est qu'en fait aujourd'hui, il arrive dans une situation où les fans sont extrêmement frustrés par ce qui s'est passé la saison dernière, et le seul moyen d'effacer cette frustration, c'est que l'équipe elle soit compétitive dès cette saison, même en l'absence de Kyrie Irving, et ça c'est compliqué, hein. Ah mais moi ça me semble fou personnellement, les attentes qu'il y a sur ce jeune homme. Bah oui. Et oui, effectivement, moi c'est pareil. Les auditeurs qui écoutent le podcast depuis longtemps, vous savez que j'irai jamais me présenter à vous comme un spécialiste de la NCAA et de ce genre de choses. Je préfère inviter des gens qui s'y connaissent pour le coup que d'en parler, parce que moi je suis exclusivement la NBA, enfin voilà, de façon quasi exclusive. Ouais. Donc je sais pas trop à quoi m'attendre avec Cooper Flag. J'entends ce que les gens disent à son sujet, avec des choses qui me semblent qu'on a déjà entendues auparavant pour d'autres joueurs. Et quand tu quand tu vois aujourd'hui ce qu'ils sont devenus ces joueurs-là, bon bah t'as envie de dire, attendez les gars, vous êtes quand même sacrément enflammés à l'époque, quoi. Pas un peu, beaucoup. Et donc j'aimerais bien que des fois on y aille un peu plus calmement avec ces jeunes-là qui débarquent dans la ligue. Et surtout, comme tu dis, dans une équipe de Dallas qui, dans sa communication, enfin, dans le sillage du transfert de Luka Doncic, se retrouve à devoir tout d'un coup prouver plein de choses. Le mec qui se retrouve dans un rôle de substitut à un joueur qui est déjà légendaire par tous les bouts où tu le prends. Bah ouais. On le compare avec des joueurs qui ont des carrières de malades. Tout le monde jure qu'il est brillant, incroyable, et ainsi de suite. Ce que je veux bien croire, mais il y a un moment, il va falloir lui laisser le temps et l'occasion de faire ses preuves et pas le... Pour moi, c'est risqué de prendre le truc comme ça, quoi. Après, tu me diras, n'importe quel jeune talent en NBA, quand il y a un vrai talent qui arrive, il est soumis à ce genre de fascination et de pression. Ok, très bien. Mais voilà, là j'entends des gens qui disent « Ouais, il va tourner à 20 points, 8 rebonds, 4 passes, ça va être incroyable, vous allez voir ce que vous allez voir. » Je sais pas. Bah, je lui souhaite. Mais je vais suivre. En tout cas, Cooper Flag est un joueur, parce qu'il y a tout ce décorum autour de lui, il y a tout ce contexte qui est vraiment pas banal autour de lui, parce que c'est Dallas, parce que tout ce qui s'est passé là-bas depuis ces derniers mois, j'ai vraiment, vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Il a un début de carrière, ce jeune homme, qui est vraiment pas évident, qui est dans un contexte vraiment compliqué, parce que beaucoup des jeunes stars qui arrivent en NBA arrivent dans un contexte où c'est des reconstructions.
Oui. Donc les attentes sont plutôt clémentes et sont concentrées sur ses performances individuelles. Lui, il va avoir non seulement la performance individuelle qui va compter, mais aussi les résultats collectifs. Après, on verra qui joue autour de lui et quel genre de blessures vont advenir en fonction de ce qui se passe. Et encore une fois, je ne souhaite du mal à personne. J'espère que tout le monde sera en bonne santé. Ouais, non, mais c'est clair, hein, c'est un des points d'intérêt de cette saison NBA, Cooper Flag et globalement les Mavs. Ça c'est une certitude et c'est un contexte qu'ils ont créé. Maintenant, voilà, il faut lui souhaiter que ça se passe bien et que tout se passe bien aussi sur le plan physique, tu vois, que les Mavs soient aussi un peu préservés des blessures, que Kyrie, j'ai vu que certains estimaient qu'il pouvait revenir au tout début de l'année 2026. Et ben écoute, il faut le souhaiter. Maintenant, il faut quand même pas oublier qu'il a 33 ans, Kyrie. Et que... faudrait pas précipiter les choses. Non, c'est ça, il faut prendre son temps. Ton premier joueur à toi. Ah, écoute, moi, le premier nom que j'ai retenu sans aucune originalité, parce que je pense que c'est le joueur de moins de 25 ans le plus attendu par la planète basket, c'est Wembanyama. Oui, bah t'as bien fait de le choisir, effectivement. Bah ouais, c'est un peu le choix classique. Normal. Mais voilà, son dernier match sur un parquet NBA, c'était, je crois que c'était c'était le 12 février, je crois, et ça commence à faire vraiment long. Alors évidemment, c'est pas une critique, hein, il devait prendre le temps nécessaire pour que sa situation ne s'aggrave pas et qu'il n'y ait pas de conséquences plus importantes sur le long terme. Mais de fait, moi, j'ai trouvé le temps très long, parce que je suis pas sûr que les gens se rendent bien compte de la saison qu'il était en train de faire l'année dernière avant sa thrombose. C'était absolument fou. En termes de stats bruts, on parle d'un mec qui tournait à 24 points, 11 rebonds, 3,7 passes, 4 comptes de moyenne sur 33 minutes de temps de jeu. C'est absolument hallucinant. Et surtout, moi, ce qui me marquait, c'est qu'il était en progression dans tous les secteurs par rapport à sa saison rookie. Au tir global, à 3 points, au lancer franc, il avait moins de pertes de balles aussi. En termes d'efficacité, il était à 60% au true shooting percentage, il était à 24 de PER, ce qui le mettait quand même au-dessus de Doncic à l'époque. Je sais pas si on se rend compte. Enfin, voilà, c'était une demi-saison qui était absolument remarquable. Grâce à laquelle il a été All-Star, sur laquelle il aurait certainement remporté le trophée de défenseur de l'année s'il n'avait pas été blessé. Et c'est aussi pour ça que cette blessure, elle était si frustrante, et c'est aussi pour ça que j'ai tellement hâte de le voir revenir sur le parquet. Wembanyama, c'est un joueur qui à lui seul change le visage de son équipe, défensivement d'abord évidemment, mais pas seulement, offensivement aussi. Il est le présent et l'avenir des Spurs. Et si cette équipe veut avancer dans sa reconstruction, et je pense que c'est important qu'elle avance, ils ont besoin que Wembanyama enchaîne les matchs. Donc voilà, il y a cet aspect-là. Au-delà de l'aspect purement basket, il y a aussi la manière avec laquelle sa situation s'est résorbée, parce que si j'ai bien compris, une thrombose, malgré tout, indique que tout se soit parfaitement bien passé et que les Spurs ont l'air d'avoir pris toutes les précautions. Il faut quand même continuer de surveiller. Donc évidemment, on croise les doigts pour qu'il n'y ait pas de problème. Et puis voilà, cet été, il nous a mis l'eau à la bouche, en fait. On l'a vu avec Kevin Garnett, on l'a vu avec Hakeem Olajuwon. Moi, les deux, ça fait partie des profils avec lesquels je voulais absolument voir Wembanyama travailler, parce que je pense qu'ils peuvent lui apporter beaucoup, l'aider à faire évoluer son jeu, où, sur ses 2 premières saisons NBA, il est quand même très très basé sur le shoot extérieur. Tu vois, la saison dernière, sur la quarantaine de matchs qu'il joue, il prend 9 tirs à 3 points par match, ce qui est un volume énorme. Je suis même pas sûr qu'il y ait 15 mecs en NBA qui en prennent plus. Donc voilà, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Visiblement, il a bossé comme un fou cet été. Tu vois, il a été interviewé dans l'équipe sur les images où on l'a vu dans un temple Shaolin, où il était d'ailleurs avec son préparateur physique, ce qui prouve. C'est ça qui m'a le plus excité, moi, de tout son été. C'est ça qui m'a le plus excité. Bah, c'est le fait la période Shaolin. Bah ouais, c'est qu'il y soit avec son préparateur physique. Tu vois, il n'était pas du tout en train de faire du tourisme. Et d'ailleurs, il a expliqué dans cette interview dans l'équipe que ça avait été tellement dur physiquement qu'il avait dû demander aux moines d'adapter l'initiation parce qu'il ressentait une fatigue musculaire trop importante, parce qu'il avait travaillé sur des muscles qu'il n'avait jamais travaillé, etc., etc. Bref, tu l'auras compris, je trépigne d'impatience de le retrouver sur un parquet et j'ai très très hâte de voir ce que cette équipe des Spurs peut faire. Je suis pas très fan du contrat qu'ils ont donné à Fox, mais je suis extrêmement intrigué par le potentiel de cette équipe si elle est emmenée par un Wembanyama à 100%. Donc vivement Wembanyama sur un parquet. Ouais, c'est tout à fait ça, Charlie. T'as très bien résumé l'affaire. On a envie de voir, là, dans cette 3e saison, c'est ça, hein, c'est cette troisième, ouais, tout à fait. On a envie de voir Wembanyama faire une saison pleine. Ouais. On a envie qu'il réponde à la promesse qu'il représente
pour le basket. Alors déjà parce qu'il est basket français, mais aussi NBA. Enfin, comme tu as très bien dit, c'est déjà un joueur qui, quand il est en pleine possession de ses moyens, il se hisse les doigts dans le nez dans les 10 meilleurs joueurs de la ligue. Les 10 meilleurs joueurs sur Terre. Ouais, largement. Largement, ouais. Et ça, c'est ça qu'on a envie de voir. On a envie de voir cette promesse se concrétiser et arriver devant nos yeux. On a envie d'être témoin de ça et on a envie de le voir faire une saison pleine avec cette équipe des Spurs, avec les jeunes talents qui la composent. Je comprends ta réserve sur le contrat de De'Aaron Fox. Par rapport à la durée, moi ça va. J'ai pas trouvé ça scandaleux. 4 ans, je trouve que ça va. Mais j'ai hâte de voir cette équipe. Et de toute façon, cette équipe n'ira nulle part tant que Victor ne joue pas. Et il faut qu'il puisse faire une saison complète. Et voilà. J'ai hâte de voir ça. Effectivement, il manque. Ça fait longtemps qu'il est parti. Et tu peux être sûr que le premier match qu'il va faire, ça va être croqué avec délice. Dès le lancement de la fin, même la pré-saison, j'ai envie de te dire. Je sais pas si les gens de pré-saison, mais ouais, et puis j'espère qu'il va un peu rappeler les choses, parce que honnêtement, je trouve que le sujet Wembanyama, il est quand même traité de manière très légère, alors que, enfin, en fait, non, mais pas de manière très légère, mais j'ai l'impression que la demi-saison qu'il a fait la saison dernière n'a pas disparu de la mémoire des gens, mais en fait, vraiment. C'est une saison de sophomore. C'est un sophomore qui tourne en 24, 11, 4, 4. Je sais pas si on mesure le délire que c'est. Et qui était parti pour avoir on aurait pu lui donner le titre de défenseur de l'année en février. Enfin, mais largement. Je pense que il a juste à finir la saison, à faire à cocher les cases des 65 matchs, tout ça. Enfin, toutes les conditions à remplir. Et je pense que 100% il sera unanimement voté meilleur défenseur de la saison, quoi. Tu vois, on parlait de Cooper Flag juste avant, des numéros 1 de draft qui avaient autant d'attentes que Wembanyama, il y en a quand même pas eu beaucoup, et de voir ce qu'il fait aussi vite, c'est absolument fou, et vraiment, j'arrive même pas à projeter le plafond de ce mec, en fait. À quel point est-ce que ce mec peut être dominant en NBA? J'en ai aucune idée. Tout à fait. Je suis absolument d'accord. Et la condition pour ça, c'est qu'il soit capable d'enchaîner les matchs, comme tu l'as très bien dit. Absolument. Il faut absolument que ça se passe. Oui, d'autant plus qu'avec son physique, on sait bien qu'il va pas avoir une carrière de trucs. Il va pas jouer jusqu'à 38 ans, Wembanyama, tu vois, on le sait. Donc, il faut pas perdre de temps maintenant. Il faut gagner. Et je veux surtout pas que il nous fasse une Zion, quoi. Oh non. Voilà. Oh non. On a assez de Zion. On a assez de un Zion. Oui. Ça suffit maintenant. Laissez-nous tranquille. Mon deuxième joueur à moi, c'est Anthony Edwards, 24 ans, qui avait annoncé que cet été, il allait redoubler d'efforts pour continuer d'améliorer son jeu. Alors, la saison dernière, il a pris une autre dimension derrière la ligne à 3 points, hein, très clairement. C'était un des points majeurs de son évolution. Et pourtant, quand tu regardes ses statistiques globales, tu pouvais aussi penser à un moment qu'il avait atteint un certain niveau, un certain plateau dans sa progression et sur son impact sur le terrain. Et selon John Krasinski de The Athletic, Edwards sait pertinemment qu'il n'est pas encore au niveau de Luka Doncic, qu'il l'a éliminé en finale de conf en 2024, ni de Shai Gilgeous-Alexander, qu'il a éliminé au même stade des playoffs en mai dernier avec le Thunder. Il a cet été travaillé sur les parades qu'il pourra proposer face aux meilleures défenses, de la même manière où il s'est retrouvé en difficulté face au Thunder. Et là, c'est exactement ce qu'il veut, ce sur quoi il veut progresser dans son jeu. Et l'attitude d'Anthony Edwards est vraiment remarquable à ce niveau-là, je trouve. Et j'ai hâte de voir comment il va être capable de grandir encore dans son jeu, comment il va justement répondre mieux aux défenses agressives qui viennent essayer de le sortir de son jeu, surtout mentalement, et provoquer des pertes de balles, ce qui est un gros problème encore aujourd'hui dans son jeu. Et aussi, ce que j'aimerais voir, c'est s'il est capable, et quand est-ce qu'il sera capable d'impacter le jeu sans forcément agir, sans avoir un poids statistique. Je sais pas si tu comprends ce que j'essaie de dire, je suis très, très maladroit dans mon explication. Mais au-delà des
au-delà des points qu'il marque, au-delà de sa production statistique, j'ai hâte de voir comment il va être capable d'emmener un collectif. Et je terminerai en disant une chose que j'ai déjà dit, il me semble qu'on avait fait le bilan un petit peu des Timberwolves à leur élimination, c'est que je ne suis plus sûr aujourd'hui que l'effectif qui est autour de lui, je pense que cet effectif-là ne freine sa progression et qu'il a besoin d'avoir d'autres joueurs autour de lui. Et je crois que j'avais dit que Rudy Gobert, dont j'ai défendu beaucoup le jeu et l'impact, deux finales de conférence avec les Timberwolves, faut se rendre compte, les Timberwolves c'était quand même une équipe condamnée à l'échec et à la désillusion pendant des années. Mais je pense que l'impact de Rudy Gobert aux côtés d'Anthony Edwards et dans cette équipe a atteint son paroxysme et qu'il est temps de se dégager, s'ils le peuvent, de ce schéma-là et de construire autre chose autour d'Anthony Edwards et de Jaden McDaniels. Je pense que c'est les deux gars autour desquels il faut construire. Et je pense que c'est ce qui pourra permettre à Anthony Edwards de continuer à développer son jeu. Bah, en fait, ouais, alors déjà, Anthony Edwards, je trouve que c'est un profil qui est très à part dans ce format là qu'on fait actuellement, parce que, en fait, tu vois, quand on parle des joueurs de moins de 25 ans, on a tous un peu tendance à penser qu'on parle des espoirs, tu vois, des mecs qui sont soit au stade de l'explosion, soit de la confirmation. Sauf que en réalité, Anthony Edwards, aujourd'hui, lui, il est déjà considéré comme une des superstars de la ligue. On parle d'un joueur qui, en tant que franchise player, a mené son équipe à 2 finales de conférence coup sur coup, qui plus est à l'ouest, avec des performances de référence face à des adversaires solides. Tu vois, il se compare avec Luka Doncic et Shai Gilgeous-Alexander, mais Luka Doncic, il a 2 ans de plus. Shai Gilgeous-Alexander, il en a 3 ou 4, je crois, des années de plus. Enfin, ils sont pas au même stade de leur carrière. Et voilà, Anthony Edwards, il est triple All-Star, ça fait 2 ans qu'il est dans le classement MVP en fin de saison. Enfin, il est déjà très très au-delà de ce statut de promesse et d'espoir. Et ce qui est fou avec lui, c'est qu'il a encore de la marge pour progresser. Il vient d'avoir 24 ans, il est perfectible dans plusieurs domaines, tu l'as dit. Sa lecture de jeu, son handle. Alors moi, il y a aussi un élément, c'est son jeu sans ballon, enfin sa défense. Tout à fait. Enfin, son jeu sans ballon et sa défense, ça fait partie des éléments, moi, sur lesquels il doit progresser. Tu vois, défensivement, il est parfois un peu tête en l'air, ce qui amène parfois des actions problématiques pour les Wolves. Alors, il est dans une équipe qui possède une défense collective très efficace, donc c'est pas forcément le domaine où on l'attend le plus. Mais c'est vrai que s'il parvient à progresser dans certains de ces domaines, il va devenir un casse-tête de plus en plus compliqué à résoudre pour les équipes adverses. Tu l'as dit, il est déjà capable d'être très efficace à 3 points. Il a plusieurs saisons à 40% à son actif, malgré des volumes qui sont assez importants. Et puis l'an dernier, il est passé à un tout autre niveau voilà, en termes de tentatives. C'était un tout autre volume qu'il était en train de prendre, avec une efficacité redoutable. Ouais, l'année dernière, il est à plus de 3 points pris par match et à quasiment 40%. C'est absolument remarquable. Bon, voilà, moi, je partage tes doutes sur son équipe, sur la manière avec laquelle il est entouré. Je pense aussi que en playoff, ce qui est problématique, c'est qu'on a parfois un peu l'impression que l'attaque des Wolves, elle passe par Anthony Edwards ou elle n'existe pas. Et ça, c'est un peu problématique dans l'optique d'aller plus loin. Mais voilà, c'est un joueur qui est absolument hors norme. Enfin, pour moi, Anthony Edwards, dans les joueurs de moins de 25 ans, c'est une anomalie complète. En fait, c'est le seul joueur de moins de 25 ans aujourd'hui en NBA qui, en tant que franchise player, a déjà montré sur plusieurs campagnes de playoff qu'il pouvait propulser son équipe parmi les 4-5 meilleures équipes NBA. Et ça, c'est déjà extraordinaire pour un mec qui vient d'avoir 24 ans. Il est tellement époustouflant physiquement, Anthony Edwards, et son talent brut est tellement, te saute tellement aux yeux. Mais oui. Mais voilà, tu peux être que transcendé par un joueur pareil. Ouais. Mais je persiste à dire que c'est le moment où il va comprendre. Je voulais pas citer Michael Jordan, mais les meilleurs joueurs de la NBA ont toujours su faire ça. Il y a un moment où statistiquement tu produis, ton talent est évident et voilà, et t'es effectivement extrêmement fort et tu fais partie de l'élite absolue de la NBA. Mais ce qui va te permettre de passer au-delà et d'être vraiment inarrêtable, on va dire, c'est le moment où tu sais combiner ton talent individuel et l'impact que tu peux avoir sur le collectif. Et ça, tous les joueurs ne l'ont pas.
Et c'est ce qui fait que c'est hyper intéressant à suivre, l'évolution des joueurs. Et quand tu vois un joueur qui commence à comprendre ça, à avoir cet impact-là, qui des fois se voit dans des... qui des fois ne saute pas forcément aux yeux, c'est ça qui est intéressant. Et Edwards, lui, il a tout. Il est hyper flashy, il est hyper in your face comme joueur. Ouais. Et en même temps, il a la bonne attitude, je trouve. Il a les bonnes dispositions mentales de se remettre en question et de se dire je peux encore aller plus loin, alors que pour tout à fait se dire ce que je fais c'est suffisant, un jour ça finira par percer. Non, il dit non, je veux continuer à exprimer le potentiel que je sens que je peux avoir, quoi. Et ça je trouve ça bien et j'ai hâte de voir ça. Ouais, mais c'est aussi parce que je pense qu'il est conscient des attentes qui pèsent sur lui. Enfin, Anthony Edwards, aujourd'hui, on n'attend pas de lui qu'il soit un All-Star. Non, on attend qu'il soit le visage de la NBA pour les 10 prochaines années, en fait. Ouais, puis le fait qu'il souhaite aller explorer son talent le plus loin possible, je respecte énormément cette attitude. Voilà. Je comprends. Ton deuxième joueur. Alors, écoute, mon deuxième joueur, alors j'ai beaucoup hésité entre lui et un de ses coéquipiers dont on a parlé déjà sur la partie Eurobasket, mais j'ai choisi Amen Thompson. Alerte chouchou. Je pense qu'on sera d'accord là-dessus. C'est ce qui est sympa avec ce format, c'est aussi qu'on peut se faire plaisir en parlant de nos petits chouchous, et lui, il en fait évidemment partie. Sa saison dernière et celle de l'explosion, il est entré dans le 5 des Rockets, je crois que c'était à la faveur de la blessure de Jabari Smith Jr., il me semble, et derrière, il s'est imposé d'une manière hallucinante. Et franchement, à chaque match des Rockets, moi, je prenais des claques, en fait. Son impact physique, sa capacité à défendre sur des profils différents, ce qui d'ailleurs lui a valu une place dans le meilleur 5 défensif de la saison. C'était absolument fou. En termes d'impression visuelle, ce joueur est exceptionnel. J'ai pas souvent eu cette impression devant un mec qui n'est qu'en deuxième année, parce que l'année dernière était sa saison de sophomore. Il a des axes de progression qui sont évidents, notamment d'un point de vue offensif. Il est déjà tellement impactant en défense qu'on peut difficilement lui demander de passer un cap en la matière, mais offensivement, il y en a encore beaucoup à faire. Il a pas vraiment de shoot extérieur. Il a des qualités de vitesse et de puissance qui sont, à mon sens, encore pas assez bien exploitées, notamment quand il attaque la raquette. Il a progressé dans son handle, je trouve, ce qui était important, notamment dans l'optique de se fixer à un poste. Et en fait, moi, c'est ça le point le plus important pour moi cette saison le concernant, c'est où est-ce qu'il va jouer? Est-ce qu'il va être fixé à un poste? Alors, je sais que dans la NBA moderne, les postes n'ont plus beaucoup de sens, que les joueurs polyvalents sont considérés comme la crème de la crème, mais j'aimerais quand même, pour sa progression, le voir se fixer à un poste. Je sais que Ime Udoka avait évoqué il y a quelque temps que pour lui, à long terme, il devait s'installer au poste de meneur. Et d'ailleurs, quand Fred VanVleet était absent la saison dernière, il a souvent pris cette responsabilité-là. Et on l'a vu faire des très bons matchs. Il a plusieurs feuilles de match à 10-11 passes décisives de moyenne. Je pense pas qu'il va être fixé à ce poste dès cette saison. Pour moi, il va continuer à apprendre aux côtés de VanVleet, mais j'espère qu'il sera pas trop trimballé à tous les postes en fonction des besoins, parce que je pense qu'avec ce qu'il a montré la saison dernière, il doit être bien plus qu'une variable d'ajustement pour les Rockets. Voilà, il est au pire le troisième homme de cette équipe, et honnêtement, s'il confirme les progrès qu'il a montré la saison dernière, je sais pas s'il y a beaucoup d'options, de troisième option en NBA avec autant de potentiel et de capacité à changer le cours d'un match que lui. Alors je m'enflamme peut-être un peu, c'est tout à fait possible, mais j'aime tellement son profil que ça ne me pose aucun problème de m'enflammer pour Amen Thompson. C'est l'ivresse, Amen Thompson. Ouais. Il est magnifique, ce joueur. Et la façon dont il s'est rendu indispensable dans l'effectif d'Ime Udoka l'an dernier est absolument génial. C'est-à-dire que c'est un joueur de deuxième année qui, tout d'un coup, tu ne peux plus le sortir du terrain, tellement Exactement. Il n'apporte que des points positifs à tous les niveaux. Et ça, c'est vraiment fabuleux comme truc, quoi. Ou qui joue, quel que soit le joueur sur qui il défend, quelle que soit la situation dans laquelle il apporte du positif. Et ça, c'est incroyable. Voilà. Alors que il a un dribble qui est perfectible, il sait pas trop shooter, mais tu vois qu'il n'arrête jamais d'être actif sur le terrain. Il passe son temps. T'as même pas besoin de créer un système pour lui. Il arrivera à trouver ses opportunités et à les créer pour lui-même, quoi qu'il arrive. Parce qu'il a une telle débauche d'énergie, il a un tel niveau, une telle dimension athlétique, ce joueur, que quoi qu'il arrive, il trouvera une manière d'impacter le jeu défensivement, offensivement.
Le jour où ce joueur arrive à ajouter à son arsenal un dribble solide, une capacité de création, et si jamais il a un shoot assez fiable, et je dis pas qu'il devienne Buddy Hield, hein, juste un shoot qui tienne les défenses en respect, ce joueur a la capacité de devenir quelque chose d'incroyable. Vraiment d'incroyable. En fait, ce que j'adore avec Amen Thompson, c'est le potentiel qu'il a et ce que quand tu voyais en playoffs ce qu'il proposait sur le terrain, où tu te dis mais comment c'est possible? Des choses qu'il avait pas forcément montré de cette manière-là et sur cette scène-là autrement, tu vois. Et ouais, tout d'un coup, ton cerveau part en sprint et tu te dis, mais ce joueur peut devenir mais majestueux. Il peut Ouais. devenir quelque chose d'encore plus fou que ce que je suis déjà en train de voir. Et je me demande vraiment ce que ça va donner. Ouais, et puis les perspectives qu'il offre, tu vois, Hmm. Ime Udoka en avait parlé dans la saison, il avait dit, en fait, ce qui est incroyable avec Amen Thompson, c'est les perspectives qu'il va nous offrir, parce que, par exemple, il va permettre d'utiliser Fred VanVleet beaucoup plus sans ballon, tu vois, ce que Fred VanVleet a déjà beaucoup fait dans sa carrière, à Toronto, quand il jouait avec Kawhi, il jouait beaucoup off the ball, et tout ça, c'est la progression d'Amen Thompson va offrir à Ime Udoka et aux Rockets un panel offensif beaucoup plus important. Et ouais, j'ai tellement hâte que la saison commence pour voir cette équipe. Enfin, vraiment, les Rockets cette saison, ça va être quelque chose. Et ça va être absolument magnifique. Ouais. Ça va être absolument magnifique. Et de toute façon, on va en reparler des Rockets, c'est sûr et sûr, certain. Ouais. D'ici la fin la reprise de la saison, on va en parler. Mon troisième joueur à moi, c'est mon dernier, Jalen Williams, qui aura 25 ans en avril prochain. Il est déjà champion NBA avec le Thunder. Il a été une pièce maîtresse dans la conquête du titre, malgré cette déchirure à un ligament de son poignet droit dont on avait parlé, qui avait fait, je sais pas, il a eu 75 infiltrations. Enfin, j'exagère, mais je sais plus combien, mais c'était un je crois nombre. que c'est 30 quand même, hein, donc t'exagères. Ouais, mais ça voilà, reste donc hallucinant, j'exagère quoi. pas tant que ça. Oui, voilà, c'est ça. Et je pense que l'expérience, en fait, ça, c'est typiquement le genre de profil que j'adore regarder. C'est quand tu as une équipe qui gagne un titre et que tu as un joueur qui a son profil à lui, l'expérience et la confiance engendrée par une telle consécration, comment ça va comment ça va prendre forme dans son jeu la saison prochaine. Et ça, j'ai vraiment. D'ailleurs, Chet Holmgren est également concerné par ça. Mais j'ai vraiment hâte de voir ce que ce titre NBA, le fait que ça soit fait, que cette case soit cochée, de voir ce que ça va produire en lui et dans son jeu. Parce qu'il est All-Star, il a été All-NBA troisième équipe, Ouais. All-Defensive Second Team. Donc le gars est déjà parmi l'élite de la ligue. Il a signé un contrat de 5 ans pour moins de 240 millions de dollars cet été. Donc il est à peu près dans les mêmes rangs que De'Aaron Fox aux Spurs, sauf que De'Aaron Fox, je crois que c'est 4 ans, donc ça fait 8 millions de moins par an. Donc c'est un contrat en or. Si jamais Sam Presti il a envie de l'échanger, aucun problème. Tout le monde se jettera sur le truc. Alors ouais, mais le contrat, en fonction de ses performances, ça peut monter à 285 millions quand même. Hein, voilà, il a ce qui est brillant également, c'est-à-dire qu'il a il a cette volonté, il a cette carotte financière qui lui dit tiens, si tu continues de progresser, si tu continues d'avancer dans ta carrière, tu vas gagner un peu plus d'argent, quoi, un peu beaucoup plus même. Donc non, j'ai toujours trouvé ça un peu abusé de dire que c'était un peu le Scottie Pippen de Shai Gilgeous-Alexander, mais c'est une comparaison que si j'irais pas jusque là, je trouve qu'elle est néanmoins pertinente. Et ce joueur, il est vraiment lui aussi épatant dans son attitude, dans ce qu'il propose sur le terrain, des deux côtés du terrain, défensivement et offensivement. Donc voilà, j'ai très très hâte de voir ça. Ouais, bah alors pour moi, j'avoue, le truc le plus important le concernant cette saison, c'est avant tout sa santé, parce que tu l'as dit, c'est un joueur qui s'est fait très mal pour aller au titre, il a subi un paquet d'infiltrations, ensuite il a été opéré du poignet, donc moi c'est toujours quelque chose qui m'inquiète, donc la première chose que j'espère constater cette saison le concernant, c'est que tout ça n'a laissé aucune trace, et qu'il va pouvoir continuer sa progression de façon normale, et franchement si c'est le cas, bon courage aux adversaires de Casey, hein, parce que
parce qu'en fait, il a déjà montré pour sa 3e saison dans la ligue des choses remarquables. Tu l'as dit All-Star, tu l'as dit 3e meilleure équipe de la ligue, enfin genre All Defensive Second Team. Bon, il est efficace, ouais, il est intelligent. En fait, on se demandait s'il avait la capacité d'assumer ce statut de lieutenant de Shai Gilgeous-Alexander. Il a parfaitement assumé. En play-off, il a été incroyable. On peut parler des finales face aux Pacers, hein, notamment le match 5 où il met 40 points. Et il a su répondre à chaque fois qu'il a fait des matchs moyens ou décevants. Le lendemain, c'est toi qui disais ça d'ailleurs pendant les playoffs. Et ça, je me l'étais noté. À chaque fois qu'il fait un match un peu naze, à chaque fois, le match suivant, tu pouvais être sûr qu'il allait avoir du répondant. Il répond toujours, non, et tu vois, le match 5 où il met 40 points, et en fait, c'est le match pivot, en fait, de cette série, parce que c'est le premier match où OKC prend la main, prend l'avantage. Avant, ils étaient toujours menés par Indiana et ils égalisaient jusqu'à ce match 5 où là, ils prennent l'avantage et où derrière, ils vont remporter ces finales. Donc, bon, en fait, pour moi, ce mec-là, il symbolise cette équipe d'OKC. Si jeune et pourtant déjà si fort, mais maintenant il fait face au défi qui est le plus compliqué, c'est-à-dire confirmer et s'installer durablement comme la meilleure équipe de la ligue. Alors tu l'as dit, il a déjà coché des cases qui sont importantes, le titre, le All-Star, le contrat. Maintenant, il peut se concentrer sur son jeu, d'autant plus qu'il a eu cette opération au poignet qui, en théorie, devrait mettre fin à ses problèmes. Ça, on l'espère, hein, on croise les doigts. Mais effectivement, Jalen Williams... En fait, en fonction des progrès qu'il va montrer cette saison, cette équipe d'OKC, elle peut devenir encore plus terrifiante, en fait. Et rien que cette phrase, elle est hallucinante quand on se rappelle à quel point cette équipe était déjà un rouleau compresseur la saison dernière. Il y a Zach Lowe qui disait que, dans son podcast dernièrement, qu'il se demandait à quel point le Thunder était susceptible de rejoindre le clan des équipes qui gagnent 70 victoires en saison régulière. Et je leur donne tout à fait le crédit de la capacité de le faire, quoi. Si à la fin tu me donnes une machine à voyager dans le temps, ou plutôt que quelqu'un du futur vienne nous voir et nous dise attendez les gars, le Thunder ils vont gagner 73 matchs, je te dis ah bon, oui, complètement, oui, je te crois. En fait, parce qu'entre lui et Chet Holmgren, qui peuvent vraiment, suite à ce titre, au niveau où ils sont dans leur évolution et de leur carrière, ils peuvent vraiment passer des paliers. Et s'ils passent ces paliers, en fonction de la manière dont ils vont passer ces paliers, le nombre de paliers qu'ils vont passer en l'espace d'une saison, ça peut transformer complètement cette équipe-là. En tout cas, la saison prochaine, ils sont blindés à 200%, quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, pour moi, plus que le nombre de wins en saison régulière, pour moi, la vraie question pour cette équipe de OKC, c'est est-ce que on est face à une équipe qui va réussir à conserver son titre, ce que personne n'a fait depuis les Warriors de 2018, en fait. Elle est idéalement construite pour être... Oui, mais on disait ça de Boston l'année dernière aussi. Oui, c'est vrai. Non, mais après une blessure, Shai Gilgeous-Alexander se fait une rupture des ligaments, c'est terminé. Ouais, voilà, mais c'est ça. Tout simplement. Ça, c'est sûr que c'est la dure réalité de la NBA. Ouais. Mais voilà, comme on dit toujours, on touche du bois, on espère que tout se passera bien. Ton dernier joueur, Charlie? Eh ben écoute, c'est un joueur dont on a aussi parlé en début de podcast. J'aurais pu prendre un autre joueur de son équipe parce que il est dans Shane Larkin. Non, pas loin. Tony Schroeder. Putain, merde. Presque, même équipe, mais presque. Enfin, même déjà, là, ça colle pas déjà. Non, et ben voilà, moi je voulais parler de Franz Wagner. Alors j'aurais pu prendre un autre joueur d'Orlando. J'aurais pu prendre Banchero aussi, parce que Banchero, lui aussi, a moins de 25 ans. Il est même plus jeune que Franz Wagner, Banchero, mais bon, moi, je me suis dit que Banchero, j'allais me le réserver pour d'autres trucs. Ouais, et puis Banchero, il est déjà, tu vois, il est déjà All-Star et tout. Bon, j'avais plutôt envie de parler de Wagner, qui a un profil que moi j'adore et que j'ai trouvé vraiment brillant cet été à l'Eurobasket, où d'ailleurs il a été évidemment élu dans le premier 5 de la compétition. J'avais déjà trouvé l'année dernière qu'après les JO, il avait franchi un palier, que ça soit statistique, puisqu'il a réalisé de loin sa meilleure saison dans la foulée, mais aussi plus globalement, je l'ai trouvé plus mature cette saison, plus conscient des choses sur le parquet. Il a un rôle qui est important dans l'organisation du jeu offensif de son équipe, et donc
j'ai perdu le mot en français, mais sa capacité à comprendre ce qui se passe sur le parquet est extrêmement importante. La question, évidemment, le concernant avant tout, c'est celle de sa progression à 3 points. C'est l'élément le plus évident quand on regarde jouer et qu'on suit sa carrière. Il sort d'une saison où il shootait à moins de 30% la saison dernière dans l'exercice, ce qui est peu, surtout qu'il en prenait quand même 6 par match, pardon. Alors, j'ai un peu tendance à croire, non pas qu'il va progresser cette saison, mais qu'il va en prendre moins. Aussi parce que en théorie l'équipe devrait être un peu plus préservée des blessures. Faut pas oublier que la saison dernière entre Banchero, Suggs, son frère lui-même, bon il y a eu c'était une catastrophe le nombre de blessures de cette équipe. Ils ont vraiment payé un très très lourd tribut. Là ils ont en plus récupéré un excellent shooter extérieur en la personne de Desmond Bane, qui quand même un mec qui tourne à 41% en carrière derrière l'arc. Donc j'ai très hâte de voir comment il va exploiter toutes ces armes. Je trouve vraiment que la saison dernière, il a progressé dans sa manière d'organiser le jeu, et j'ai envie de croire qu'avec un effectif au complet autour de lui, il va encore plus gagner en efficacité. Je pense que c'est un mec qui a une intelligence de jeu absolument énorme, et donc j'ai pas trop de doutes sur sa capacité à s'adapter et à faire les bons choix. J'attends pas de lui qu'il soit le franchise player de l'équipe, mais je pense qu'il peut en être le métronome, et je pense que cette équipe d'Orlando cette saison, elle est vraiment très ambitieuse, et j'ai hâte de voir comment ça va se passer, comment Wagner va tirer son épingle du jeu. Est-ce qu'éventuellement il va en profiter pour aller gratter une sélection au All-Star Game? Ça on verra, parce qu'il y a quand même d'autres profils dans son équipe qui peuvent y être. Donc voilà, j'ai très très hâte de voir l'évolution de Franz Wagner cette saison. Ouais, tu prêches un convaincu. Tu sais très bien que j'ai un faible certain pour Franz Wagner, et que c'est vraiment un joueur magnifique, effectivement. Et l'absence de Paolo Banchero l'an dernier avait permis à Franz Wagner de se révéler aux yeux de tous, et de vraiment toucher un potentiel qu'on voyait, qu'on avait vu par bribes, mais tout d'un coup, soir après soir après soir, parce qu'il était aussi forcé d'être cette première option, celui qui crée absolument tout et par qui tous les ballons passent, et il avait su répondre présent. Il nous avait sorti des matchs de grandes volées. Et là, effectivement, avec cette équipe d'Orlando dont on va parler, toi et moi, je vais pas trop en dire parce que j'ai pas envie de spoiler tout le monde là-dessus. Mais Orlando ont pris des décisions, ont fait des choix, ont des joueurs, ont un effectif qui est extrêmement ambitieux, comme tu l'as dit. Et cette équipe, elle est jeune, elle a vraiment envie de faire du bruit la saison prochaine, dans une conférence Est où il y a de la place à se faire. Donc voilà, j'espère vraiment que ils vont être au rendez-vous de leurs ambitions, et qu'on va pouvoir kiffer ces joueurs-là, Banchero, Suggs, Wagner, et toutes les nouvelles recrues. Ça va être génial. Je pense qu'on va vraiment kiffer cette équipe du Magic. Ouais, j'espère. Je trouve qu'elle est hyper cohérente et qu'elle est hyper intéressante, et ouais, il y a plusieurs profils que moi j'aime vraiment bien, donc ouais, j'ai hâte. Ouais, l'arrivée de Desmond Bane change beaucoup de choses à plein de niveaux, mais ça on en parlera plus tard. On va faire un petit teasing comme ça, tu vois. Teasing pour la prochaine fois, si tu veux bien. Avec plaisir. Parce que je peux même dire déjà ce qu'on va... Voilà, tu vois, la semaine prochaine, je peux déjà l'annoncer, on va parler, ça sera les 6 équipes à suivre la saison prochaine, et je te le donne en mille, Orlando, si tu la prends pas, elle sera dans mon line-up. Oui, je pense qu'il y a quelques équipes qu'on a citées là, aujourd'hui, dont on reparlera la semaine prochaine. Ouais. Orlando n'est peut-être pas la seule. Voilà, exactement. Charlie, je te remercie d'avoir été avec moi. Écoute, avec plaisir, hein, comme toujours, oui. Ces formats-là, c'est toujours un régal. Grave, on l'attend avec impatience le début de saison, mais c'est agréable ce moment où on peut fantasmer et laisser notre imagination prendre le dessus. Ouais, et puis parler de ces joueurs qui sont un peu nos chouchous, c'est toujours agréable. Et chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés et de nous écouter chaque semaine pour ceux qui le font. Merci à tous les messages qu'on peut recevoir, c'est cool.
N'oubliez pas le mailbag nbacornerpod@gmail.com pour ceux qui l'ont pas encore fait, nbacornerpod@gmail.com. Je crois que c'est le 17 octobre, ce sera le dernier numéro avant la reprise de la saison régulière. Voilà, d'ici là, je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée, un excellent week-end. Ciao, bye bye.